Il y a un problème majeur qui est le grand remplacement du peuple français par un autre peuple, par une autre civilisation. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Il y a 20 ans, le concept de grand remplacement aurait été catalogué xénophobe par tout le monde. Aujourd'hui, le fait est qu'il ne l'est pas. Ils sont de plus en plus nombreux à parler du grand remplacement. 61% des Français croient en la possibilité du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est une idée qui est en fait une représentation raciale et raciste du monde, qui ne repose pas sur des faits scientifiques objectifs, mais qu'on va retrouver partout, repris par des hommes politiques, repris dans des médias. Le grand remplacement. Le grand remplacement. De grand remplacement. Le remplacement. Être remplacé, ça fait peur, ça veut dire que vous disparaissez. Ça peut éveiller des désirs de passer à la violence chez des individus qui, naturellement, y sont prédisposés. Le choix de France Info ce matin vous emmène au sein de l'ultra-droite, des groupuscules soupçonnés de vouloir organiser des actions terroristes. Le grand remplacement. Pour moi, il y a vraiment l'efficacité de la petite phrase, quoi. La petite phrase que tout le monde reprend, le Karcher de Sarkozy, il y a le grand remplacement de Renaud Camus, et ça a frappé les imaginaires. Ça vous fait plaisir quand des hommes politiques reprennent cette formule ? Tout ce qui va dans le sens de la prise de conscience de la réalité du grand remplacement me fait plaisir. Seulement, je suis effrayé par la lenteur du processus. La peur d'une invasion d'immigrés sur notre sol est-elle une obsession nationale ? Paradoxalement, ce fantasme, qui ne repose sur aucune donnée statistique, émerge à l'époque où la France incarne l'envahisseur. Elle bâtit un empire dans d'immenses territoires d'Afrique et d'Asie. L'idée du grand remplacement, c'est pas une idée neuve. En gros, on pourrait presque la faire remonter au 19e siècle. Au moment où l'Occident a la maîtrise du monde. Pour faire simple, 80% des terres émergées et connues sont occupées par des grands empires. Et à ce moment-là, il y a cette idée qu'il y a des races différentes sur Terre et qu'il y aurait une hiérarchie entre ces races et que justement le mélange des races serait quelque chose de dangereux. Il y a déjà cette peur au 19e qui s'est inscrite du danger du métissage. Du danger, en fin de compte, de perdre son âme et son identité. À cette époque, les exotiques, comme on appelle les natifs des colonies, sont invisibles en métropole. Les Français les découvrent lors d'expositions coloniales, où ils sont présentés en bêtes mystérieuses. L'indigène est plus un fantasme qu'une réalité, le grand méchant loup qui menace de dévorer la France. En 1894, un livre va faire un tabac. Un succès incroyable, plusieurs millions d'exemplaires. Certainement un des grands best-sellers de la fin du 19e. C'est L'Invasion noire du capitaine d'Henry. L'Invasion noire, signée d'un officier français. Une formule bien proche de celle du grand remplacement. L'histoire d'une armée d'Africains, manœuvrée par des musulmans, qui envahit l'Europe. Je pense que la meilleure manière de caractériser le livre et d'arriver à comprendre les affiches qu'il y avait dans tout Paris. On voit en fin de compte un homme arabe très barbu, le doigt fixé vers la Mecque qui brille tel un soleil, à ses pieds une centaine de combattants noirs qui viennent de décapiter des officiers français et qui, à travers cette symbolique-là, visent l'islam va guider les masses noires qui vont venir envahir l'Occident et nous détruire. À la veille de la guerre 14-18, il y a toute une idée qu'il y a donc un danger à nos portes, qu'il faut se protéger et que nous n'en avons pas assez conscience. 10 ans après la publication du livre, la France mobilise les hommes de ses colonies. 1 million d'hommes de couleur.
viennent en Occident pendant la Première Guerre mondiale. On voit l'autre. Ils sont présents à l'arrière dans les hôpitaux. Ils ne vivent plus à distance mais à proximité. Ils ne sont plus dans les empires mais dans la métropole. Et d'un seul coup, ça fait un débat à l'intérieur de la société française. Ce danger qui était alors, on va dire, lointain et touchait une minorité de gens, devient un danger maintenant en Occident même, au regard de la Première Guerre mondiale. Avec une population africaine qui s'installe en métropole, naissent déjà des théories complotistes. L'idée de la dangerosité, d'un potentiel remplacement, elle s'associe toujours à qui les accompagne. On considère donc qu'il y aurait des traîtres à l'intérieur des sociétés occidentales. Ça peut être la gauche qui va chercher le vote immigré. Ça peut être les francs-maçons qui vont chercher des alliés aux colonies. Ça peut être les femmes qui seraient fascinées par le corps exotique de l'autre. Ça pourrait être les juifs, qui par définition trouvent des alliés pour quelque part asseoir leur place dans la société occidentale. Pendant les années de nazisme, les Juifs concentrent la haine de l'extrême droite européenne. Après la déroute allemande, d'anciens collaborateurs ou combattants de la Waffen-SS font évoluer leur doctrine. L'antisémitisme reste au cœur de leur idéologie, mais ils y accolent des vieilles références coloniales. L'idée selon laquelle les Blancs seraient menacés d'extinction. Après la Seconde Guerre mondiale, certains groupes radicaux disent qu'il y a un pouvoir secret juif qui essaie de détruire la race blanche. En fait, la Seconde Guerre mondiale, c'est la faute des Juifs qui manœuvraient l'Union soviétique et les États-Unis, c'était ce que disait la propagande nazie, et ils veulent finir maintenant l'Europe en y important des Africains et des Asiatiques pour finir de la détruire et instaurer leur dictature juive mondiale. Donc tous ces thèmes-là, on les voit qui commencent à apparaître autour de cette idée qu'il y a une colonisation de l'Europe et qu'il faut libérer l'Europe. Ce complot juif visant à remplacer la population blanche servirait ce que l'univers d'extrême droite nomme désormais le mondialisme. Une théorie complotiste de plus qui traverse l'Atlantique. La version américaine du grand remplacement se traduit en White Genocide, le génocide des Blancs. La peur que les descendants d'esclaves surpassent en nombre la population majoritaire. Le White Genocide, c'est un thème central du néonazisme américain, et dans cette idée que toute la politique, l'influence d'Hollywood, les relations internationales visent le génocide des Blancs. Il s'agit de faire disparaître la race blanche. C'est le thème du grand remplacement dans le vocabulaire du néonazisme américain. En France, on va avoir des idées tout à fait proches. On va également expliquer que les mêmes fléaux, le cinéma, la promotion de la pornographie, la légalisation de l'avortement, de la pilule, visent tous à détruire les Européens blancs. Ces idées se diffusent dans les différents courants de l'extrême droite. L'obsession antisémite s'est déplacée vers une haine des immigrés arabes, africains ou asiatiques. 80 ans après l'invasion noire, un nouveau livre réveille les vieux démons. En 1973, Jean Raspail publie son plus grand succès, Le Camp des Saints, un roman décrivant des bateaux remplis de migrants indiens qui débarquent sur nos côtes. Imaginez qu'un jour, 1 million de gens misérables embarquent venant du Gange sur des vieux bateaux, fassent le tour de l'Afrique et débarquent en France pacifiquement. 1 million. Et puis d'autres flottes derrière qui sont prêtes à partir. La question que pose ce livre, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse entrer ou non? Voilà. En réalité, dans cet ouvrage, rien de pacifique. Les migrants sont des barbares qui détruisent tout sur leur passage. C'est très violent. Les Indiens qui arrivent violent, pillent, tuent, ils tuent même les ONG qui viennent les aider. C'est absolument effarant. Dans le livre, il parle de grande migration. C'est pas d'un grand remplacement, mais il y a déjà le mot grand. Ce qui est affirmé, c'est la fin de la civilisation française.
12 ans plus tard, le romancier se mue en journaliste. Il affirme, chiffres à l'appui, que la réalité va dépasser la fiction. C'est aussi lui qui a monté, quelques années plus tard, après son roman, un dossier qui est resté célèbre du Figaro Magazine, dont le titre était « Serons-nous français dans 30 ans ?» Et il y avait une très belle couverture qui montrait une Marianne voilée. C'était un travail avec des hypothèses qu'on peut maintenant qualifier de fantaisistes. « 1985, 30 ans après, c'est 2015. J'ai les chiffres pour 2015, bien sûr, et on voit quelle est l'amplitude des erreurs commises par cette projection. Même si ces chiffres se révèlent complètement faux, le romancier devient un phare de l'extrême droite. Le magazine Valeurs Actuelles, 30 ans après la une du Figaro, le qualifie même de prophète. La peur d'une France menacée par des hordes d'immigrés fait son chemin. Donc vous voyez comment des petits fleuves finalement en forment un grand, eh bien, des termes qui sont un peu éparses, des idées qui sont encore un peu vagues, finissent par se rassembler, et puis on arrive à ce grand remplacement. Comment c'est tombé sur Renaud Camus, ça je ne sais pas, mais enfin c'est lui qui l'a formulé. En 2010, Renaud Camus invente la formule du grand remplacement. 2 simples mots qui synthétisent l'imaginaire colonial, le génocide blanc, l'invasion des immigrés. Pour le rencontrer, il faut se perdre sur les routes du Gers, dans le sud-ouest de la France. Un petit village surplombé d'un château du XIVe siècle. Le maître des lieux y a installé son atelier de peinture, à côté de la pièce principale où il écrit ses livres. Renaud Camus, 75 ans, condamné pour provocation à la haine, est un homme prudent qui demande à son assistant de filmer notre rencontre. Pourquoi vous filmez vous aussi cet entretien? Ah, parce que nous sommes habitués aux plus mauvaises expériences dans ce genre-là, des montages incroyables, des phrases isolées, sorties de leur contexte. Donc, très malheureusement, nous sommes obligés d'avoir une certaine méfiance. Mais malgré cela, vous continuez de recevoir des journalistes chez vous? Oui, je le fais, oui. Renaud Camus aime se raconter. Il décrit sa révélation lorsqu'il aperçoit des femmes voilées dans un village médiéval. Le symbole, à ses yeux, de la disparition de la population française au profit d'une immigration non européenne. L'origine de la formule qu'il a inventée, le grand remplacement. Je suppose qu'elle m'est venue par assimilation avec d'autres formules semblables pour désigner des époques, la Grande Peste, la Grande Guerre, la Grande Dépression, mais il y a d'autres termes qui décrivent tout aussi bien la situation. Moi, j'assume totalement le terme de colonisation, et même de dire que l'Europe est aujourd'hui beaucoup plus colonisée qu'elle n'a jamais colonisé elle-même. Selon Renaud Camus, ce remplacement de population serait synonyme de déclassement, de violence et de décadence. Son livre, Le Grand Remplacement, qu'il dédie à Jean Raspail, est truffé d'expressions guerrières. La conquête et la conversion islamique. L'étouffement programmé de grandes cultures. Les cohortes serrées du grand remplacement. Des soldats. Le bras armé de la conquête. Sur Twitter, il va plus loin encore. Il évoque un génocide par substitution des Européens. Annoncer aux Africains qu'on tirera sur eux s'ils continuent leur invasion.
passe mon temps devant les tribunaux, où je suis d'ailleurs en général condamné, parce qu'il ne faut pas dire ceci, parce qu'il ne faut pas dire cela, c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas nommer l'évidence. Oui, évidemment, ce sont en très grande, sinon en majeure partie, des transformations de nature ethnique, bien sûr. Cette vision du remplacement d'une population par une autre est contredite par les études scientifiques. Mais pour lui, la science n'est qu'un détail. C'est comme si Jeanne d'Arc se présentait à Charles VII en lui disant mais enfin, sire, le pays est occupé par les Anglais, il faut faire quelque chose. Est-ce que Charles VII aurait eu l'idée de lui répondre mais enfin, vous avez les chiffres exacts, ou est-ce que Jean Moulin a eu besoin de la science, de la sociologie pour savoir que la France était un pays occupé? La recherche de la petite phrase, toujours, quitte à comparer des immigrés à une armée d'occupation. Renaud Camus affirme dans ses livres que la simple observation suffit pour constater le remplacement de la population française. Un postulat absurde pour un démographe comme Hervé Lebras, qui s'appuie depuis des décennies sur les recensements chiffrés des Français. Renaud Camus répète ce leitmotiv des ignorants, comme quoi la statistique c'est du mensonge. C'est pas dans son château de Plieux qu'il peut comprendre comment sont les 67 millions de Français, il n'y a aucune chance. Pour comprendre qui sont les 67 millions de Français, il faut des statistiques. Quand on regarde la dernière année, il y a eu 109 000 immigrés de plus. 109 000 sur une population de 67 millions d'habitants. Comment voulez-vous que 109 000 personnes arrivant chaque année remplacent la population française? C'est absolument impossible. Et puis, pour qu'il y ait un grand remplacement, il faudrait qu'il y ait vraiment, d'un côté, une population homogène, celle qui va être remplacée, et puis de l'autre, une autre population homogène qui remplace. Or, dans les deux cas, on n'a pas ces deux populations homogènes. Il y a une très grande mixité. La moitié pratiquement des descendants d'immigrés sont des descendants d'unions mixtes. Donc très rapidement, quand on arrive à la deuxième ou troisième génération, l'ascendance est extraordinairement variée. Mais là encore, les faits, les chiffres, les preuves ne pèsent pas lourd face à l'efficacité de la formule. Renaud Camus, dont la plupart des livres étaient passés inaperçus, devient une référence. Son expression, le grand remplacement, fait mouche. Certaines figures de l'extrême droite y ont trouvé un intérêt, ont vu enfin un slogan, quelque chose qui pouvait asséner en public, qui était suffisamment mobilisateur. Comme le mouvement Génération Identitaire, connu pour des actions coup de poing contre les migrants, ou la viande halal, dissous par l'État en 2021, qui s'approprie l'expression. Les identitaires, par exemple, parlaient, avant que le grand remplacement n'existe en tant que formule dans le champ politique, de l'invasion, de l'islamisation. Quand on dit grand remplacement, on dit tout ça à la fois. On dit à la fois que la France est envahie, on dit à la fois que l'identité de la France va changer, on dit à la fois qu'on est islamisé. Donc en fait, c'est un outil politique très utile en tant que formule. En fait, il propose un plan, une réponse au grand remplacement, et cette réponse, c'est la remigration. Donc on va interdire le port du voile dans l'espace public, interdire la vente de nourriture halal ou communautaire, plus d'aide sociale pour les immigrés, fin de la double nationalité. Et puis troisième étape, organiser le retour des immigrés chez eux. Le grand remplacement pour eux est un constat, la remigration est le programme qui va avec ce constat. Ils font un grand événement qui s'appelle les Assises de la remigration, où viendra Renaud Camus d'ailleurs, il prend même la parole à la tribune. L'événement, il est sous-titré « Du grand remplacement au grand retour ». Le grand remplacement
est la crise la plus grave qu'ait connue la France depuis 15 siècles, si la remigration, qui est la seule réplique possible, n'a pas lieu, l'histoire continuera, peut-être, mais ce ne sera plus la nôtre. Les amis de Renaud Camus vont tout faire pour promouvoir la formule qu'il a inventée. Leur arme la plus efficace, les réseaux sociaux. L'objectif est de sortir des petits cercles radicaux et d'atteindre le grand public. Le 23 mai 2013, eh bien, on se rend compte qu'il y a une opération organisée par des militants d'extrême droite qui décident, pour la première fois de l'histoire de Twitter, pour la première fois sur ce média-là, de mener une forme d'opération de communication visant à faire monter le hashtag, le mot dièse grand remplacement, dans ce qu'on appelle les trending topics, c'est-à-dire dans les tendances à l'œuvre sur Twitter. Et donc, ils se donnent rendez-vous entre 17h et 19h, et ils doivent tous tweeter à ce moment-là avec le hashtag grand remplacement. Rendez-vous important à tous les patriotes, c'est sur Twitter. On utilise le hashtag grand remplacement vers 17-18h, venez nombreux. Voilà. Et ça fonctionne. Auparavant, on était à un rythme de quelques tweets par jour, et à partir de ce jour-là, et jusqu'à aujourd'hui, la tendance ne va jamais baisser, et on va passer plutôt à plusieurs dizaines, voire centaines de tweets par jour. Au fil du temps, l'idée de grand remplacement se banalise. Elle est reprise par des influenceurs d'extrême droite très populaires et devient une formule choc, à la mode. Ces thèses se sont beaucoup répandues par le truchement effectivement d'Internet, d'espaces de discussion, de forums, et ça connaît un certain succès. Et à force d'être martelé, ça a commencé à frapper un peu l'opinion. Aujourd'hui, l'extrême droite est majoritaire sur Internet. C'est elle qui fonctionne le mieux, c'est elle qui a une capacité à faire du buzz, c'est elle qui a une capacité à imposer ses thématiques dans l'espace des réseaux sociaux. La conséquence, c'est que leurs idées ont imbibé toute une génération de jeunes gens. Alors le grand remplacement, si on regarde sur Wikipédia, c'est une théorie d'extrême droite conspirationniste. La culture française, elle, est en voie de disparition. Ça ne cohabite pas, ça remplace. La bagarre. Allez les ancêtres, j'arrive. Ce qui fait que ça marche sur ce public-là, c'est que ce sont les thèses racistes, les thèses xénophobes, les thèses antisémites, paraissent très sulfureuses, paraissent très radicales. Et sur le net qui fonctionne, c'est ça. Salut la commu. Aujourd'hui, on va tester si le gauchisme est par balle. Les petites stars d'extrême droite sur Internet utilisent les mêmes codes que les humoristes et imposent leur discours. Ne soyez plus des mauviettes, soyez des hommes forts, moquez-vous des bobos. Des gros tas de merde décérébrés font du vélo d'appartement tout en s'empiffrant de malbouffe toxique chez McDonald's. Il faut s'habiller de manière virile. Il faut surtout pas manger du soja, il faut manger de la bonne viande. 3 doigts comme ça, le pouce ici. Et c'est comme un flingue en fait. Comme un flingue. Les Français maintenant ils bouffent ça. Des sachets de graines. Mais en tout cas, ce qui fait le trait d'union entre toutes les figures influentes aujourd'hui de l'extrême droite, disons 2.0, c'est bien le concept de grand remplacement. Mais c'est raciste. C'est le meilleur des mondes. C'est con que tu dois le quitter. Oh merde. C'est l'idée que la France est en péril parce qu'elle est en train d'être submergée par l'immigration noire et arabe. Les identitaires et leurs relais prennent de plus en plus de place. Certains sont invités à la télévision aux heures de grande écoute sur le plateau de Cyril Hanouna, le youtubeur Baptiste Marchais ou la porte-parole de Génération Identitaire, Thaïs Descuffon. Ils arrivent, malgré leur petit nombre, à faire infuser leurs idées. Alors souvent, ça passe en fait par des intermédiaires, ils le font pas tout seuls. C'est parce qu'ils trouvent des caisses de résonance. Et puis, un homme va imposer leur vision dans le débat public. Vouloir la remigration, ce n'est pas être raciste. C'est considérer qu'il y a trop d'immigrés en France, que ça pose un vrai problème d'équilibre démographique et identitaire. Éric Zemmour, là, est une caisse de résonance pour eux et pour leurs idées. Les militants le soutiennent et Éric Zemmour incarne un peu ce courant identitaire, en fait, dans le débat public. En septembre 2019, l'éditorialiste d'extrême droite bascule vers la politique.
Invité par Marion Maréchal Le Pen à la convention de la droite, il récite dans un discours retransmis en direct à la télévision l'idée du grand remplacement de Renaud Camus. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres? La grande nation, crainte dans toute l'Europe et le monde entier, est devenue, par un retournement incroyable, l'arme de destruction de la nation et de l'asservissement de son peuple, du remplacement de son peuple par un autre peuple, une autre civilisation. 3 ans plus tard, Éric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle. Il rend le concept plus présentable. L'idée de grand remplacement, nettoyée de son aspect conspirationniste et antisémite, devient la base de son programme politique. Cette idée d'un remplacement n'avait pas été posée comme ça avant M. Zemmour dans l'espace public. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement. C'est donc une question qui est posée dans le débat public, autour de laquelle chacun est obligé de se situer. Est-ce que c'est une réponse à ce qu'Éric Zemmour appelle le grand remplacement? Les deux craintes des Français, grand déclassement, grand remplacement. Comme Éric Zemmour a pu le dire, comme Jordan Bardella l'a dit récemment, qu'un grand remplacement est à l'œuvre. Vous êtes en train de nous dire que oui, il y a une forme de grand remplacement dans certains quartiers. Il y a une... Les médias prennent le relais. Le grand remplacement devient un sujet d'émission, d'articles. Ces débats clivants vont permettre de produire un spectacle médiatique intéressant. On peut rapidement comprendre que le public sera plus intéressé par un débat sur la théorie du grand remplacement que sur les orientations économiques du gouvernement au cours de ces dernières années, quoi. Et les instituts de sondage jouent le même jeu. En octobre 2021, le magazine Challenge publie cette étude signée Harris Interactive. Certaines personnes parlent du grand remplacement. Les populations européennes, blanches et chrétiennes, étant menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et de l'Afrique noire. Pensez-vous qu'un tel phénomène va se produire? Une formulation qui contribue à banaliser le concept. En quelques phrases, une idée basée sur des mensonges statistiques devient légitime. Le choix qui a été fait, c'est de ne pas indiquer l'origine politique de la théorie du grand remplacement, ni ses auteurs. On sait que c'est une théorie qui a été formulée par des auteurs ou des penseurs d'extrême droite. Très concrètement, si c'était indiqué dans la question, il y aurait de fortes chances pour que la distribution des réponses ne soit pas la même. Ce qui est curieux également, c'est la suite de la question. Alors, c'est les populations européennes, blanches et chrétiennes, étant menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane. Étant menacées d'extinction, c'est comme si ce phénomène du grand remplacement était avéré. Donc, il y a d'autant plus de raisons de s'en inquiéter. Résultat affiché, 61% des Français pensent qu'un grand remplacement est possible. 67% s'en inquiètent. Ces chiffres, obtenus avec une méthode contestable, sont repris dans toute la presse. C'est parfaitement conforme à l'économie médiatique actuelle, qui repose sur une logique du buzz, sur une logique du clash. Ça produit des effets d'accréditation. C'est-à-dire, ça rend le phénomène d'autant plus réel, alors qu'il repose empiriquement sur des bases fragiles. Et c'est par cette mécanique, l'alliance des réseaux sociaux et des médias, que l'idée d'un grand remplacement va voyager. Le 9 mars 2017, suite à un tweet de Robert Ménard, du maire de Béziers, qui parle du fait que le grand remplacement est bien visible. Le média russe RT le traduit en anglais et donc donne de la visibilité à cette déclaration de Robert Ménard dans une sphère anglo-saxonne. Et là, l'extrême droite américaine reprend le sujet. Et il y a quelques articles qui parlent de ce Great Replacement. Un tweet de Robert Ménard, affilié au Rassemblement national, traduit par RT, média russe proche de l'extrême droite, aboutit à faire connaître la notion de Great Replacement en Amérique. On retrouve sa trace quelques mois plus tard, à peine, dans une petite ville de Virginie, aux États-Unis, Charlottesville.
Charlottesville, on est au sud des États-Unis, et il va y avoir une manifestation avec des gens de tous les groupes radicaux de droite américains qui convergent pour protéger la statue du général Lee, chef militaire des Confédérés. Et on va avoir deux types de groupes avec un slogan un peu différent qui vont marquer les esprits. D'un côté, il y a les gens des milieux qu'on appelle l'alt-right. C'est en gros en France des identitaires. Et eux utilisent le slogan « Vous ne nous remplacerez pas » en parlant des Noirs, des Latinos, etc. De l'autre côté, il y a l'extrême droite radicale américaine plus classique, les gens qui viennent des milieux suprémacistes, du néonazisme américain, qui eux crient « Juifs, vous ne nous remplacerez pas ». On a là en même temps deux visions du grand remplacement. Une vision qu'on a en France qui est juste la dénonciation des migrants, et une autre version qui correspond à la culture des marches radicales qui est « c'est le complot juif mondial qui organise notre remplacement racial ». Le lendemain, une contre-manifestation est organisée. Un jeune néo-nazi fonce en voiture sur la foule. Go, 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 go! Un mort, 35 blessés. L'idée d'un grand remplacement tue. Ce n'est ni la première fois, ni la dernière. Cela fait des années qu'une vague d'attentats d'extrême droite s'est fracassée sur le monde occidental. Le premier terroriste, inspiré par cette idéologie, frappe la Norvège en 2011. Il s'appelle Anders Breivik. July 22nd, 2011. Breivik left in the morning. He had prepared everything, the bomb, the guns, everything, put in his car. He drove to the city center, pausing on the road outside the government area. And they're lighting the fuse, which would give him about 6 minutes to get away. And then he went away to his other car. And while he was probably in the tunnel on his way out of Oslo, the bomb exploded. He was on his way to his next target, which was the Labour Party youth summer camp. Why did he attack Labour Party youngsters? He has this analogy, if you have a water leakage in your bathroom, you don't start mopping up the water until you have fixed the leak. The water, that's the Muslims, and the leak, you have to stop it by stopping the politicians. Après avoir tué 7 personnes à Oslo, Anders Breivik, 32 ans, vise l'île d'Utøya, à 1 heure de route de la capitale. 600 jeunes militants y sont réunis. I was a quite fresh member in the party. I was having an idealistic wish to change the world. I was new here, trying to find new friends, get a little bit more politically mature.
I was 21. The terrorists came along with the same boat as we did, pretend to be a policeman. I was on my phone with my mother, talking about the attack on Oslo, and then I heard some shots, and I was commented to my mom, and okay, what idiot have found fireworks at this time? So I didn't fully understand what was happening until other people came running and told me to jump into the forest. It was chaos. I just ran, and then 5 minutes later on found out that I still had my mother on the line. So she was obviously frightened out of her mind. A lot of people were gathered inside this building that has been kept as it was from that day. A lot of people were hiding behind this piano. Quite a lot of people were hiding among the cliffs. 13 people were killed right behind this corner. From my hiding spot, I could hear everything that was going on down here. You heard the shots and a few screams of pain, but it was mostly just the shots. Peter finit par se jeter à l'eau, où il est secouru par un bateau. Breivik est arrêté par la police, sans aucune résistance, après avoir tué 69 personnes. Le plus jeune avait 14 ans. Avant de passer à l'acte, Anders Breivik a rédigé un texte de 1500 pages, intitulé 2083, date à laquelle, selon lui, les musulmans seraient majoritaires en Europe. Il déroule son obsession de l'invasion de l'islam et de la disparition des valeurs européennes. The Great Replacement Theory and Breivik's terror act happening more or less at the same time. So you can't say that they are inspired by each other, but they're both inspired from the same trend. Breivik, he wants all Muslims to leave Europe. Like, not a single one should be left, unless they convert to Christianity. Those who will not convert will be deported, and if they are not deported, they will be executed. But also, he is very, very anti-feminist and blaming the feminists. Like, most wrong things in the world happen because man gave up his power. He thought that his attack would spur off lots of copycats, and that's why he wrote the manifesto. He's making a manual how to become a terrorist like him, following his ideology and his methods. I do believe that he had thought that he would make a movement, which he has not. La vague de violence rêvée par Anders Breivik ne vient pas. Il faut une conjonction d'événements internationaux pour que l'ultra-droite se réveille. Incontestablement, l'année 2015 est charnière. C'est l'époque où se produit la vague migratoire en provenance de la zone syro-irakienne et
En France, vous avez les attentats de novembre. Et ces attentats de novembre, ils sont massifs, ils sont coordonnés, et ils atteignent toutes les strates sociologiques de la population. Et là, vous avez une image qui, en 2015, je pense, a totalement remis en forme cette idée de l'invasion. D'un seul coup, tous ces fantasmes du siècle passé deviennent très concrets en 2015. Vous n'avez même pas besoin, enfin pour l'extrême droite c'est du pain béni, vous n'avez même pas besoin d'inventer quelque chose, vous avez tous les ingrédients de la démonstration et du danger dont il parle depuis des générations. Breivik, tout le monde est horrifié, mais il ne fait pas des mules. Pourquoi? Parce qu'il lui manque justement le contexte de 2015. Quand Anders Breivik frappe, il n'y a pas eu la crise des réfugiés. Il n'y a pas eu les attentats en France. Résultat, il ne trouve pas d'imitateur de suite. Par contre, aujourd'hui, il est considéré comme un saint, comme un martyr, comme un héros, comme justement celui qui a ouvert la voie. Et c'est pas complètement faux, quelque part, il ouvre la voie. Dans les 5 années qui suivent, les violences de l'ultra-droite augmentent dans le monde de 320%. Le 27 octobre 2018, Robert Bowers mitraille la foule dans une synagogue de Pittsburgh aux États-Unis. 11 morts. Ses derniers mots avant de passer à l'action: « Je ne peux pas rester sans rien faire et regarder mon peuple se faire tuer ». Le 3 août 2019, à El Paso, toujours aux États-Unis, Patrick Russus dénonce une invasion hispanique du Texas et parle de grand remplacement. Il assassine 22 personnes. Le 9 octobre 2019, à Halle, en Allemagne, Stéphane Balit tire sur une synagogue puis un restaurant turc. Dans une vidéo, il dénonce les juifs, source de tous les problèmes, les féministes, cause du déclin des naissances, et l'immigration de masse. Le 10 août 2019, à Oslo, en Norvège, un admirateur d'Anders Breivik tire sur les fidèles d'une mosquée. Il dit vouloir provoquer une guerre des races. Le 15 mars 2019, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Brenton Tarrant attaque 2 mosquées. Il tue 51 personnes, filme et diffuse l'attentat en direct sur Facebook. Il se réclame d'Anders Breivik. You did engage in a terrorist act. How do you plead, guilty or not guilty? Guilty. Juste avant l'attaque, il diffuse lui aussi un manifeste sur Internet intitulé en anglais « Le grand remplacement ». Quand on regarde la couverture du manifeste de Brenton Tarrant, ce qui choque bien sûr, c'est cette expression de grand remplacement qui d'un coup d'un seul trouve une gloire mondiale sinistre qu'il n'avait pas jusque-là. Il y a le soleil noir, symbole néo-nazi important dans la subculture du nationalisme blanc. Tarrant est un homme cultivé qui a lu énormément d'auteurs radicaux, qui fait sa propre synthèse et qui propose sa propre stratégie. C'est un remplacement ethnique, un remplacement culturel, un remplacement racial. C'est un génocide des Blancs. Ce que pose Tarrant, c'est que pour la première fois, on se rend compte que ce thème du grand remplacement, en fait, est en train d'obséder des Blancs dans le monde entier, qui sont en train de converger dans leur représentation et voire dans des moyens d'action violents. Il y a une idée essentielle, c'est la question de l'accélérationnisme. L'idée que l'occupation des sols européens est telle qu'il faut accélérer le chaos racial. L'accélérationnisme, une nouvelle doctrine ultra-violente, voit le jour. Des terroristes convaincus que le grand remplacement est en cours et qu'il faut prendre les armes pour l'arrêter. L'extrême droite traditionnelle, elle a tendance à dire il faut faire rempart contre la décadence et tout ce qui est nocif pour notre peuple. Les accélérationnistes disent non, pas du tout, si vous opérez comme ça, vous sauverez des bribes, mais au fond, il faut saisir toutes les occasions de mettre du chaos dans la société, de mettre de l'opposition entre groupes religieux, communautaires différents pour que, grosso modo, on en arrive à une situation de guerre civile. Aujourd'hui, cette mouvance accélérationniste est l'une des principales menaces visant la France. Le manuel accélérationniste est traduit en français
et diffusée sur les réseaux de l'ultra-droite. On y trouve un hommage aux tueurs, les cibles et un appel à commettre des attentats. La France a un nombre de radicaux qui est estimé actuellement à peu près 3000, dont 1300 violents, et les autres qui font caisse de résonance. Il y a eu depuis 2017 8 attentats déjoués, 6 qui étaient organisés par des cellules, des groupes, et 2 qui étaient des démarches individuelles terroristes. C'est le cas d'Aurélien Chapeau, qui a été condamné très récemment à 9 années de prison pour entreprise terroriste individuelle. Il avait commencé à glaner des armes, il avait commencé à faire des recherches sur Internet pour savoir quel lieu de culte il allait pouvoir viser, et surtout, il rendait hommage à Brenton Tarrant, le terroriste de Christchurch, où il rendait hommage à Anders Breivik, le terroriste norvégien. Et il avait vraiment une forme de vénération pour ces grands tueurs. Il prenait quand même en photo, en selfie, avec une arme de guerre, un drapeau nazi à l'arrière et le manifeste du grand remplacement entre les mains. Si les services de police n'étaient pas intervenus, il y a fort à parier que certains seraient passés à l'acte. La menace qu'un Breivik ou un Tarrant frappe la France grandit. En 2021, les services de renseignement alertent les autorités. De nombreux attentats commis au nom de l'ultra-droite ces dernières années peuvent faire craindre l'apparition d'un modus operandi et d'une idéologie commune portée par des acteurs isolés. Les membres de cette mouvance suprémaciste se rassemblent autour de thématiques communes, la haine et le racisme envers les minorités, la xénophobie, l'islamophobie, l'antisémitisme ou la misogynie. Ils se sont emparés de l'idéologie popularisée par l'écrivain français Renaud Camus, du Grand Remplacement. La formule a-t-elle dépassé son auteur ? Renaud Camus se défend d'un quelconque lien avec les terroristes qui prétendent lutter contre le grand remplacement. Nous ne cessons de condamner la violence, et si les gens commettent des attentats, ils prouvent ipso facto qu'ils ne sont pas influencés par moi, qu'il est cessé de condamner tous les attentats et tous les actes de violence individuelle. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. Mais avant la fin de l'entretien, l'écrivain tient à préciser sa pensée. J'aurais dû dire quelque chose, je regrette de ne l'avoir pas dit. Je le dis souvent pourtant, qui peut-être vous aurait permis de mieux comprendre. Je ne suis en aucune façon pacifiste. Je suis non violent, mais pas du tout pacifiste. Je n'élimine pas du tout la guerre si c'est pour sauver sa patrie, mais j'écarte tout à fait les attentats, les violences, les égorgements, les massacres, les assassinats, les choses comme ça, oui. Contre la violence, mais pas contre la guerre. C'est toute l'ambiguïté de la formule et de son auteur. Étant donné qu'il y a la rhétorique de l'envahisseur derrière le grand remplacement, il y a l'idée de la guerre raciale. Et donc certains interprètent ça comme un droit de se défendre et éventuellement de passer à l'acte. Donc en soi, le grand remplacement porte en lui les germes d'une violence dans la mesure où il présuppose la disparition de la civilisation. Donc il faut se battre pour préserver cette civilisation. Quand vous écoutez les discours d'Éric Zemmour sur le grand remplacement, il vous explique qu'on ne peut pas avoir deux civilisations sur un même sol. On va tirer dans les conséquences. That's been very frustrating to see, both in Norway and around the world, that the ideas of the right-wing radicals
they're not facing enough resistance. And even though terrorism is deadly, I'm still more concerned about the extremists who are able to organize and maybe get elected